Le vicomte de Bragelonne, partie 30, chapitre 127, Le secret de l'État. Quelques moments après la sortie du docteur Grisard, le confesseur arriva. À peine eut-il dépassé le seuil de la porte que le franciscain attacha sur lui son regard profond. Puis, secouant sa tête pâle, « Voilà un pauvre esprit, murmura-t-il, et j'espère que Dieu me pardonnera de mourir sans le secours de cette infirmité vivante. » Le confesseur, de son côté, regardait avec étonnement, presque avec terreur, le moribond. Il n'avait jamais vu yeux si ardents au moment de se fermer, regard si terrible au moment de s'éteindre. Le franciscain fit de la main un signe rapide et impératif. « Asseyez-vous là, mon père, dit-il, et m'écoutez. » Le confesseur jésuite, bon prêtre, simple et naïf, initié, qui des mystères de l'ordre n'avait vu que l'initiation, obéit à la supériorité du pénitent. « Il y a dans cette hôtellerie plusieurs personnes, continua le franciscain. « Mais, demanda le jésuite, je croyais être venu pour une confession. Est-ce une confession que vous me faites là ? Pourquoi cette question ? Pour savoir si je dois garder secrètes vos paroles ? Mes paroles sont termes de confession. Je les fie à votre devoir de confesseur. » « Très bien, dit le prêtre, s'installant dans le fauteuil que le franciscain venait de quitter à grand-peine pour s'étendre sur le lit. Le franciscain continua. « Il y a, vous disais-je, plusieurs personnes dans cette hôtellerie. Je l'ai entendu dire. Ces personnes doivent être au nombre de 8. » Le jésuite fit un signe qu'il comprenait. « La première à laquelle je veux parler, dit le moribond, est un Allemand de Vienne et s'appelle le baron de Wostpur. Vous me ferez le plaisir de l'aller trouver et de lui dire que celui qui l'attendait est arrivé. » Le confesseur, étonné, regarda son pénitent. La confession lui paraissait singulière. « Obéissez, dit le franciscain avec le ton irrésistible du commandement. Le bon jésuite, entièrement subjugué, se leva et quitta la chambre. Une fois le jésuite sorti, le franciscain reprit les papiers qu'une crise de fièvre l'avait forcé déjà de quitter une première fois. « Le baron de Wostpur. Bon, dit-il, ambitieux, sot, étroit. » Il replia les papiers qu'il poussa sous son traversin. Des pas rapides se faisaient entendre au bout du corridor. Le confesseur rentra, suivi du baron de Wostpur, lequel marchait tête levée comme s'il se fût agi de crever le plafond avec son plumet. Aussi, à l'aspect de ce franciscain au regard sombre et de cette simplicité dans la chambre, « Qui m'appelle ? demanda l'Allemand. « Moi, fit le franciscain. Puis, se tournant vers le confesseur, « Bon père, lui dit-il, laissez-nous un instant seuls. Quand monsieur sortira, vous rentrerez. » Le jésuite sortit, et sans doute profita de cet exil momentané de la chambre de son moribond pour demander à l'hôte quelques explications sur cet étrange pénitent qui traitait son confesseur comme on traite un valet de chambre. Le baron s'approcha du lit et voulut parler, mais de la main le franciscain lui imposa silence. « Les moments sont précieux, » dit ce dernier à la hâte. « Vous êtes venu ici pour le concours, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mon père. »« Vous espérez être élu général ? » ?»« Je l'espère. »« Vous savez à quelles conditions seulement on peut parvenir à ce haut grade ? » ?»« Qui fait un homme, le maître des rois, l'égal des papes. »« Qui êtes-vous ? » demanda le baron, « pour me faire subir cet interrogatoire. »« Je suis celui que vous attendez. »« L'électeur général ? » ?»« Je suis l'élu. »« Vous êtes… » Le franciscain ne lui donna point le temps d'achever. Il étendit sa main amaigrie, à sa main brillait l'anneau du généralat. Le baron recula de surprise, puis, tout aussitôt,
s'inclinant avec un profond respect. « Quoi ?» s'écria-t-il. « Vous ici, monseigneur, vous dans cette pauvre chambre, vous sur ce misérable lit, vous cherchant et choisissant le général futur, c'est-à-dire votre successeur ? Ne vous inquiétez point de cela, monsieur. Remplissez vite la condition principale, qui est de fournir à l'ordre un secret d'une importance telle que l'une des plus grandes cours de l'Europe soit, par votre entremise, à jamais inféodée à l'ordre. Eh bien, avez-vous ce secret, comme vous avez promis de l'avoir dans votre demande adressée au Grand Conseil ? Monseigneur. Mais procédons par ordre. Vous êtes bien le baron de Wostpur ? Oui, monseigneur. Cette lettre est bien de vous. Le général des Jésuites tira un papier de sa liasse et le présenta au baron. Le baron y jeta les yeux et avec un signe affirmatif « Oui, monseigneur, cette lettre est bien de moi, dit-il. Et vous pouvez me montrer la réponse faite par le secrétaire du Grand Conseil ? La voici, monseigneur. » Le baron tendit au franciscain une lettre portant cette simple adresse. À son Excellence le baron de Wostpur. Et contenant cette seule phrase, du 15 au 22 mai, Fontainebleau, hôtel du Beau-Paon. A. M. D. G. Bien, dit le franciscain, nous voici en présence. Parlez. J'ai un corps de troupes composé de 50 000 hommes. Tous les officiers sont gagnés. Je campe sur le Danube. Je puis en 4 jours renverser l'empereur, opposé, comme vous savez, au progrès de notre ordre, et le remplacer par celui des princes de sa famille que l'ordre nous désignera. Le franciscain écoutait sans donner signe d'existence. « C'est tout, dit-il. Il y a une révolution européenne dans mon plan, dit le baron. C'est bien, monsieur de Wostpur, vous recevrez la réponse. Rentrez chez vous et soyez parti de Fontainebleau dans un quart d'heure. » Le baron sortit à reculons et aussi obséquieux que s'il eût pris congé de cet empereur qu'il allait trahir. « Ce n'est pas là un secret, » murmura le franciscain. « C'est un complot. D'ailleurs, ajouta-t-il après un moment de réflexion, l'avenir de l'Europe n'est plus aujourd'hui dans la maison d'Autriche. » Et, d'un crayon rouge qu'il tenait à la main, il raya sur la liste le nom du baron de Wostpur. « Au cardinal, maintenant, dit-il, du côté de l'Espagne, nous devons avoir quelque chose de plus sérieux. » Levant les yeux, il aperçut le confesseur qui attendait ses ordres, soumis comme un écolier. « Ah ah, dit-il, remarquant cette soumission, vous avez parlé à l'hôte ? » ?»« Oui, monseigneur, et au médecin. »« À Grisart ? » ?»« Oui. »« Il est donc là ? » ?»« Il attend, avec la potion promise. »« C'est bien. Si besoin est, j'appellerai. Maintenant, vous comprenez toute l'importance de ma confession, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, monseigneur. »« Alors, allez me quérir le cardinal espagnol, Heredia. Hâtez-vous. Cette fois seulement, comme vous savez ce dont il s'agit, vous resterez près de moi, car j'éprouve des défaillances. Faut-il appeler le médecin ? Pas encore, pas encore. Le cardinal espagnol, voilà tout. Allez. 5 minutes après, le cardinal entrait, pâle et inquiet, dans la petite chambre. « J'apprends, monseigneur, balbutia le cardinal. « Au fait, dit le franciscain d'une voix éteinte. » Et il montra au cardinal une lettre écrite par ce dernier au Grand Conseil. « Est-ce votre écriture ? Demanda-t-il. « Oui, mais... Et votre convocation ?» Le cardinal hésitait à répondre. Sa pourpre se révoltait contre la bure du pauvre franciscain. Le moribond étendit la main et montra l'anneau. L'anneau fit son effet, plus grand à mesure que grandissait le personnage sur lequel le franciscain s'exerçait. « Le secret, vite !» demanda le malade en s'appuyant sur son confesseur. « Coram isti ?» demanda le cardinal inquiet. « Parlez espagnol, dit le franciscain en prêtant la plus vive attention.
Vous savez, monseigneur, dit le cardinal, continuant la conversation en castillan, que la condition du mariage de l'infante avec le roi de France est une renonciation absolue des droits de ladite infante, comme aussi du roi Louis, à tout apanage de la couronne d'Espagne. Le franciscain fit un signe affirmatif. Il en résulte, continua le cardinal, que la paix et l'alliance entre les deux royaumes dépendent de l'observation de cette clause du contrat. Même signe du franciscain. Non seulement la France et l'Espagne, dit le cardinal, mais encore l'Europe tout entière serait ébranlée par l'infidélité d'une des parties. Nouveau mouvement de tête du malade. Il en résulte, continua l'orateur, que celui qui pourrait prévoir les événements et donner, comme certains, ce qui n'est jamais qu'un nuage dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'idée du bien ou du mal à venir, préserverait le monde d'une immense catastrophe. On ferait tourner au profit de l'ordre l'événement deviné dans le cerveau même de celui qui le prépare. « Pronto, pronto !» murmura le franciscain, qui pâlit et se pencha sur le prêtre. Le cardinal s'approcha de l'oreille du moribond. « Eh bien, monseigneur, dit-il, je sais que le roi de France a décidé qu'au premier prétexte, une mort par exemple, soit celle du roi d'Espagne, soit celle d'un frère de l'infante, la France revendiquera, les armes à la main, l'héritage, et je tiens tout préparer le plan politique arrêté par Louis XIV à cette occasion. » « Ce plan, dit le franciscain. « Le voici, dit le cardinal. De quelle main est-il écrit ? De la mienne. N'avez-vous rien de plus à dire ? Je crois avoir dit beaucoup, monseigneur, répondit le cardinal. C'est vrai, vous avez rendu un grand service à l'ordre. Mais comment vous êtes-vous procuré les détails à l'aide desquels vous avez bâti ce plan ? J'ai, à ma solde, les bas valets du roi de France, et je tiens d'eux tous les papiers de rebut que la cheminée a épargnés. C'est ingénieux, murmura le franciscain en essayant de sourire. Monsieur le cardinal, vous partirez de cette hôtellerie dans un quart d'heure. Réponse vous sera faite. Allez. Le cardinal se retira. Appelez-moi Grisart et allez me chercher le Vénitien Marigny, dit le malade. Pendant que le confesseur obéissait, le franciscain, au lieu de biffer le nom du cardinal comme il avait fait de celui du baron, traça une croix à côté de ce nom. Puis, épuisé par l'effort, il tomba sur son lit en murmurant le nom du docteur Grisart. Quand il revint à lui, il avait bu la moitié d'une potion dont le reste attendait dans un verre, et il était soutenu par le médecin, tandis que le Vénitien et le confesseur se tenaient près de la porte. Le Vénitien passa par les mêmes formalités que ses deux concurrents, hésita comme eux à la vue des deux étrangers, et, rassuré par l'ordre du général, révéla que le pape, effrayé de la puissance de l'ordre, ourdissait un plan d'expulsion générale des jésuites et pratiquait les cours de l'Europe à l'effet d'obtenir leur aide. Il indiqua les auxiliaires du pontife, ses moyens d'action, et désigna l'endroit de l'archipel où, par un coup de main, 2 cardinaux adeptes de la 11e année et par conséquent chefs supérieurs devaient être déportés avec 32 des principaux affiliés de Rome. Le franciscain remercia le signor Marigny. Ce n'était pas un mince service rendu à la société que la dénonciation de ce projet pontifical. Après quoi, le Vénitien reçut l'ordre de partir dans un quart d'heure et s'en alla radieux, comme s'il tenait déjà l'anneau, insigne du commandement de la société. Mais, tandis qu'il s'éloignait, le franciscain murmurait sur son lit. « Tous ces hommes sont des espions ou des sbires. Pas un n'est général. Tous ont découvert un complot, pas un n'a un secret. Ce n'est point avec la ruine, avec la guerre, avec la force que l'on doit gouverner la société de Jésus. C'est avec l'influence mystérieuse que donne une supériorité morale. Non, l'homme n'est pas trouvé, et, pour comble de malheur, Dieu me frappe et je meurs. Oh, faudra-t-il que la société tombe avec moi, faute d'une colonne ? Faut-il que la mort qui m'attend dévore avec moi l'avenir de l'ordre ? Cet avenir que 10 ans de ma vie eussent éternisé,
car il s'ouvre radieux et splendide, cet avenir, avec le règne du nouveau roi. » Ces mots à demi pensés, à demi prononcés, le bon jésuite les écoutait avec épouvante, comme on écoute les divagations d'un fiévreux, tandis que Grisart, esprit plus élevé, les dévorait comme les révélations d'un monde inconnu où son regard plongeait sans que sa main pût y atteindre. Soudain, le franciscain se releva. « Terminons, dit-il, la mort me gagne. Oh, tout à l'heure, je mourrais tranquille. J'espérais. Maintenant je tombe désespéré, à moins que dans ceux qui restent. Grisart, Grisart, faites-moi vivre 1 heure encore. » Grisart s'approcha du moribond et lui fit avaler quelques gouttes, non pas de la potion qui était dans le verre, mais du contenu d'un flacon qu'il portait sur lui. « Appelez l'Écossais !» s'écria le franciscain. « Appelez le marchand de Brême ! Appelez, appelez ! Jésus, je me meurs ! Jésus, j'étouffe !» Le confesseur s'élança pour aller chercher du secours, comme s'il y eût eu une force humaine qui pût soulever le doigt de la mort qui s'appesantissait sur le malade. Mais sur le seuil de la porte, il trouva Aramis, qui, un doigt sur les lèvres, comme la statue d'Harpocrate, dieu du silence, le repoussa du regard jusqu'au fond de la chambre. Le médecin et le confesseur firent cependant un mouvement, après s'être consultés des yeux, pour écarter Aramis. Mais celui-ci, avec 2 signes de croix faits chacun d'une façon différente, les cloua tous 2 à leur place. « Un chef » murmurèrent-ils tous 2. Aramis pénétra lentement dans la chambre où le moribond luttait contre les premières atteintes de l'agonie. Quant au franciscain, soit que l'élixir fit son effet, soit que cette apparition d'Aramis lui rendit des forces, il fit un mouvement et, l'œil ardent, la bouche entr'ouverte, les cheveux humides de sueur, il se dressa sur le lit. Aramis sentit que l'air de cette chambre était étouffant. Toutes les fenêtres étaient closes, du feu brûlait dans l'âtre. 2 bougies de cire jaune se répandaient en nappes sur les chandeliers de cuivre et chauffaient encore l'atmosphère de leur vapeur épaisse. Aramis ouvrit la fenêtre et, fixant sur le moribond un regard plein d'intelligence et de respect, « Monseigneur, lui dit-il, je vous demande pardon d'arriver ainsi sans que vous m'ayez mandé, mais votre état m'effraie, et j'ai pensé que vous pouviez être mort avant de m'avoir vu, car je ne venais que le 6e sur votre liste. » Le moribond tressaillit et regarda sa liste. « Vous êtes donc celui qu'on a appelé autrefois Aramis, et depuis le chevalier d'Herblay. Vous êtes donc l'évêque de Vannes ? » ?»« Oui, monseigneur. »« Je vous connais, je vous ai vu. Au jubilé dernier, nous nous sommes trouvés ensemble chez le Saint-Père. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Et vous vous mettez sur les rangs ? Monseigneur, j'ai ouï dire que l'ordre avait besoin de posséder un grand secret d'État, et, sachant que par modestie vous aviez résigné d'avance vos fonctions en faveur de celui qui apporterait ce secret, j'ai écrit que j'étais prêt à concourir, possédant seul un secret que je crois important. « Parlez, dit le franciscain, je suis prêt à vous entendre et à juger de l'importance de ce secret. » « Monseigneur, un secret de la valeur de celui que je vais avoir l'honneur de vous confier ne se dit point avec la parole. Toute idée qui est sortie une fois des limbes de la pensée et s'est manifestée par une manifestation quelconque n'appartient plus même à celui qui l'a enfantée. La parole peut être récoltée par une oreille attentive et ennemie. Il ne faut donc point la semer au hasard, car alors le secret ne s'appelle plus un secret. « Comment donc alors comptez-vous transmettre votre secret ? » demanda le moribond. Aramis fit d'une main signe au médecin et au confesseur de s'éloigner, et de l'autre, il tendit au franciscain un papier qu'une double enveloppe recouvrait. « Et l'écriture ? » demanda le franciscain. « N'est-elle pas plus dangereuse encore que la parole ? Dites. »« Non, monseigneur, dit Aramis, car vous trouverez dans cette enveloppe des caractères que vous seul et moi pouvons comprendre. » Le franciscain regardait Aramis avec un étonnement toujours croissant.
C'est, continua celui-ci, le chiffre que vous aviez en 1655 et que votre secrétaire, jugeant qui est mort, pourrait seul déchiffrer s'il revenait au monde. Vous connaissiez donc ce chiffre, vous ? C'est moi qui le lui avais donné. Et Aramis, s'inclinant avec une grâce pleine de respect, s'avança vers la porte comme pour sortir. Mais un geste du franciscain, accompagné d'un cri d'appel, le retint. « Jésus, dit-il, est-ce homo ?» Puis, relisant une seconde fois le papier, « Venez vite, dit-il, venez. » Aramis se rapprocha du franciscain avec le même visage calme et le même air respectueux. Le franciscain, le bras étendu, brûlait à la bougie le papier que lui avait remis Aramis. Alors, prenant la main d'Aramis et l'attirant à lui, « Comment et par qui avez-vous pu savoir un pareil secret ?» demanda-t-il. « Par Madame de Chevreuse, l'amie intime, la confidente de la reine. Et Madame de Chevreuse, elle est morte. Et d'autres ? D'autres, savait-il. Un homme et une femme du peuple seulement. Quels étaient-ils ? Ceux qui l'avaient élevé. Que sont-ils devenus ? Morts aussi. Ce secret brûle comme le feu. Et vous avez survécu ? Tout le monde ignore que je le connaisse. Depuis combien de temps avez-vous ce secret ? Depuis 15 ans. Et vous l'avez gardé ? Je voulais vivre. Et vous le donnez à l'ordre, sans ambition, sans retour ? Je le donne à l'ordre avec ambition et avec retour, dit Aramis, car si vous vivez, monseigneur, vous ferez de moi, maintenant que vous me connaissez, ce que je puis, ce que je dois être. Et comme je meurs, s'écria le franciscain, je fais de toi mon successeur. Tiens. Et, arrachant la bague, il la passa au doigt d'Aramis. Puis, se retournant vers les deux spectateurs de cette scène, « Soyez témoins, dit-il, et attestez dans l'occasion que, malade de corps, mais sain d'esprit, j'ai librement et volontairement remis cet anneau, marque de la toute-puissance, à Monseigneur d'Herblay, évêque de Vannes, que je nomme mon successeur, et devant lequel, moi, humble pécheur, prêt à paraître devant Dieu, je m'incline le premier pour donner l'exemple à tous. » Et le franciscain s'inclina effectivement, tandis que le médecin et le jésuite tombaient à genoux. Aramis, tout en devenant plus pâle que le moribond lui-même, étendit successivement son regard sur tous les acteurs de cette scène. L'ambition satisfaite affluait avec le sang vers son cœur. « Hâtons-nous, dit le franciscain. Ce que j'avais à faire ici me presse, me dévore. Je n'y parviendrai jamais. »« Je le ferai, moi, dit Aramis. »« C'est bien, dit le franciscain. » Puis, s'adressant aux jésuites et aux médecins, « Laissez-nous seuls, dit-il. » Tous deux obéirent. « Avec ce signe, dit-il, vous êtes l'homme qu'il faut pour remuer la terre. Avec ce signe, vous renverserez. Avec ce signe, vous édifierez. In hoc signo vinces. » « Fermez la porte, dit le franciscain à Aramis. Aramis poussa les verrous et revint près du franciscain. « Le pape a conspiré contre l'ordre, dit le franciscain. Le pape doit mourir. »« Il mourra, dit tranquillement Aramis. Il est dû 700 000 livres à un marchand, à Brême, nommé Bonstedt, qui venait ici chercher la garantie de ma signature. Il sera payé, dit Aramis. 6 chevaliers de Malte, dont voici les noms, ont découvert, par l'indiscrétion d'un affilié de 11e année, les 3e mystères. Il faut savoir ce que ces hommes ont fait du secret, le reprendre et l'éteindre. Cela sera fait. 3 affiliés dangereux doivent être renvoyés dans le Tibet pour y périr. Ils sont condamnés. Voici leurs noms. Je ferai exécuter la sentence. Enfin, il y a une dame d'Anvers, petite nièce de Ravaillac.
Elle a entre les mains certains papiers qui compromettent l'ordre. Il y a dans la famille, depuis 51 ans, une pension de 50 000 livres. La pension est lourde. L'ordre n'est pas riche. Rachetez les papiers pour une somme d'argent une fois donnée, ou, en cas de refus, supprimez la pension. Sans risque. J'aviserai, dit Aramis. Un navire venant de Lima a dû entrer la semaine dernière dans le port de Lisbonne. Il est chargé ostensiblement de chocolat, en réalité d'or. Chaque lingot est caché sous une couche de chocolat. Ce navire est à l'ordre. Il vaut 17 millions de livres. Vous le ferez réclamer. Voici les lettres de charge. Dans quel port le ferai-je venir ? À Bayonne. Sauf vent contraire, avant 3 semaines, il y sera. Est-ce tout ? Le franciscain fit de la tête un signe affirmatif, car il ne pouvait plus parler. Le sang envahissait sa gorge et sa tête, et jaillit par la bouche, par les narines et par les yeux. Le malheureux n'eut que le temps de presser la main d'Aramis, et tomba tout crispé de son lit sur le plancher. Aramis lui mit la main sur le cœur. Le cœur avait cessé de battre. En se baissant, Aramis remarqua qu'un fragment du papier qu'il avait remis au franciscain avait échappé aux flammes. Il le ramassa et le brûla jusqu'au dernier atome. Puis, rappelant le confesseur et le médecin, « Votre pénitent est avec Dieu, dit-il au confesseur. Il n'a plus besoin que des prières et de la sépulture des morts. Allez tout préparer pour un enterrement simple, et tel qu'il convient de le faire à un pauvre moine. Allez. » Le jésuite sortit. Alors, se tournant vers le médecin et voyant sa figure pâle et anxieuse, « Monsieur Grisart, dit-il tout bas, videz ce verre et le nettoyez. Il y reste trop de ce que le Grand Conseil vous avait commandé d'y mettre. » Grisart, étourdi, atterré, écrasé, faillit tomber à la renverse. Aramis haussa les épaules en signe de pitié, prit le verre et en vida le contenu dans les cendres du foyer. Puis il sortit, emportant les papiers du mort. Chapitre 128. Mission. Le lendemain, ou plutôt le jour même, car les événements que nous venons de raconter avaient pris fin à 3 heures du matin seulement, avant le déjeuner, et comme le roi partait pour la messe avec les 2 reines, comme monsieur, avec le chevalier de Lorraine et quelques autres familiers, montait à cheval pour se rendre à la rivière, afin d'y prendre un de ces fameux bains dont les dames étaient folles, comme il ne restait enfin au château que madame, qui, sous le prétexte d'indisposition, ne voulut pas sortir, on vit, ou plutôt on ne vit pas, Montalais se glisser hors de la chambre des filles d'honneur, attirant après elle la Vallière, qui se cachait le plus possible. Et toutes 2, s'esquivant par les jardins, parvinrent, tout en regardant autour d'elles, à gagner les quinconces. Le temps était nuageux. Un vent de flamme courbait les fleurs et les arbustes. La poussière brûlante, arrachée au chemin, montait par tourbillons sur les arbres. Montalais, qui, pendant toute la marche, avait rempli les fonctions d'un éclaireur habile, Montalais fit quelques pas encore, et, se retournant pour être bien sûr que personne n'écoutait ni ne venait, « Allons, dit-elle, Dieu merci, nous sommes bien seuls. Depuis hier, tout le monde espionne ici, et l'on forme un cercle autour de nous comme si vraiment nous étions pestiférés. » La Vallière baissa la tête et poussa un soupir. « Enfin, c'est inouï, » continua Montalais. « Depuis M. Malicorne jusqu'à M. de Saint-Aignan, tout le monde en veut à notre secret. Voyons, Louise, recordons-nous un peu, que je sache à quoi m'en tenir. » La Vallière leva sur sa compagne ses beaux yeux purs et profonds, comme l'azur d'un ciel de printemps. « Et moi, dit-elle, je te demanderai pourquoi nous avons été appelés chez madame. Pourquoi nous avons couché chez elle au lieu de coucher comme d'habitude chez nous? Pourquoi tu es rentrée si tard? Et d'où viennent les mesures de surveillance qui ont été prises ce matin à notre égard? Ma chère Louise, tu réponds à ma question par une question, ou plutôt par 10 questions, ce qui n'est pas répondre. Je te dirai cela plus tard, et comme ce sont choses de secondaire importance, tu peux attendre.
Ce que je te demande, car tout découlera de là, c'est s'il y a ou s'il n'y a pas secret. Je ne sais s'il y a secret, dit la Vallière, mais ce que je sais, de ma part du moins, c'est qu'il y a eu imprudence depuis ma sotte parole et mon plus sot évanouissement d'hier. Chacun ici fait ses commentaires sur nous. Parle pour toi, ma chère, dit Montalais en riant, pour toi et pour Tonnet-Charente, qui avez fait chacune hier vos déclarations aux nuages, déclarations qui, malheureusement, ont été interceptées. La Vallière baissa la tête. En vérité, dit-elle, tu m'accables. Moi ? Oui, ces plaisanteries me font mourir. Écoute, écoute, Louise, ce ne sont point des plaisanteries, et rien n'est plus sérieux, au contraire. Je ne t'ai pas arraché au château, je n'ai pas manqué la messe, je n'ai pas feint une migraine comme madame, migraine que madame n'avait pas plus que moi. Je n'ai pas enfin déployé 10 fois plus de diplomatie que M. Colbert n'en a hérité de M. de Mazarin et n'en pratique vis-à-vis de M. Fouquet, pour parvenir à te confier mes 4 douleurs, à cette seule fin que, lorsque nous sommes seuls, que personne ne nous écoute, tu viennes jouer au fin avec moi. Non, non, crois-le bien, quand je t'interroge, ce n'est pas seulement par curiosité, c'est parce qu'en vérité, la situation est critique. On sait ce que tu as dit hier, on jase sur ce texte, chacun brode de son mieux et des fleurs de sa fantaisie. Tu as eu l'honneur cette nuit, et tu as encore l'honneur ce matin d'occuper toute la cour, ma chère, et le nombre des choses tendres et spirituelles qu'on te prête ferait crever de dépit mademoiselle de Scudéry et son frère, si elle leur était fidèlement rapportée. « Eh, ma bonne Montalais, dit la pauvre enfant, tu sais mieux que personne ce que j'ai dit, puisque c'est devant toi que je le disais. Oui, je le sais. Mon Dieu, la question n'est pas là. Je n'ai même pas oublié une seule des paroles que tu as dites. Mais pensais-tu ce que tu disais ?» Louise se troubla. « Encore des questions ?» s'écria-t-elle. « Mon Dieu, quand je donnerais tout au monde pour oublier ce que j'ai dit, comment se fait-il donc que chacun se donne le mot pour m'en faire souvenir ? Oh, voilà une chose affreuse. » « Laquelle ? Voyons. » « C'est d'avoir une amie qui me devrait épargner, qui pourrait me conseiller, m'aider à me sauver, et qui me tue, qui m'assassine. » « Là, fit Montalais, voilà qu'après avoir dit trop peu, tu dis trop maintenant. Personne ne songe à te tuer, pas même à te voler, même ton secret. On veut l'avoir de bonne volonté et non pas autrement. Car ce n'est pas seulement de tes affaires qu'il s'agit, c'est des nôtres. Et Tonnet-Charente te le dirait comme moi si elle était là, car enfin, hier au soir, elle m'avait demandé un entretien dans notre chambre, et je m'y rendais après les colloques manicampiens et malicorniens, quand j'apprends, à mon retour, un peu attardé, c'est vrai, que madame a séquestré les filles d'honneur, et que nous couchons chez elle au lieu de coucher chez nous. Or, madame a séquestré les filles d'honneur pour qu'elles n'aient pas le temps de se raccorder. Et, ce matin, elle s'est enfermée avec Tonnet-Charente dans ce même but. Dis-moi donc, cher ami, quel fond Athénaïs et moi pouvons faire sur toi, comme nous te dirons quel fond tu peux faire sur nous. Je ne comprends pas bien la question que tu me fais, dit Louise, très agitée. Tu m'as l'air, au contraire, de très bien comprendre. Mais je veux préciser mes questions, afin que tu n'aies pas la ressource du moindre faux fuyant. Écoute donc. Aimes-tu monsieur de Bragelonne ? C'est clair, cela, hein ? À cette question, qui tomba comme le premier projectile d'une armée assiégeante dans une place assiégée, Louise fit un mouvement. « Si j'aime Raoul, s'écria-t-elle, mon ami d'enfance, mon frère. Eh non, 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 voilà encore que tu m'échappes, ou que plutôt tu veux m'échapper. Je ne te demande pas si tu aimes Raoul, ton ami d'enfance et ton frère. Je te demande si tu aimes monsieur le vicomte de Bragelonne, ton fiancé. » « Oh, mon Dieu, ma chère, dit Louise, quelle sévérité dans la parole. Pas de rémission. Je ne suis ni plus ni moins sévère que de coutume. Je t'adresse une question. Réponds à cette question. »« Assurément, dit Louise d'une voix étranglée. Tu ne me parles pas en ami, mais je te répondrai, moi, en ami sincère. Réponds. Eh bien,
Je porte un cœur plein de scrupules et de ridicule fierté à l'endroit de tout ce qu'une femme doit garder secret, et nul n'a jamais lu sous ce rapport jusqu'au fond de mon âme. Je le sais bien. Si j'y avais lu, je ne t'interrogerais pas, je te dirais simplement « Ma bonne Louise, tu as le bonheur de connaître monsieur de Bragelonne, qui est un gentil garçon et un parti avantageux pour une fille sans fortune. Monsieur de la Fère laissera quelque chose comme 15 000 livres de rente à son fils. Tu auras donc un jour 15 000 livres de rente comme la femme de ce fils. C'est admirable. Ne va donc ni à droite ni à gauche. Va franchement à monsieur de Bragelonne, c'est-à-dire à l'hôtel où il doit te conduire. Après, eh bien, après, selon son caractère, tu seras ou émancipé ou esclave, c'est-à-dire que tu auras le droit de faire toutes les folies que font les gens trop libres ou trop esclaves. Voilà donc, ma chère Louise, ce que je te dirais d'abord, si j'avais lu au fond de ton cœur. Et je te remercierai, balbutia Louise, quoique le conseil ne me paraisse pas complètement bon. Attends, attends. Mais tout de suite après te l'avoir donné, j'ajouterai « Louise, il est dangereux de passer des journées entières la tête inclinée sur son sein, les mains inertes, l'œil vague. Il est dangereux de chercher les allées sombres et de ne plus sourire aux divertissements qui épanouissent tous les cœurs de jeunes filles. Il est dangereux, Louise, d'écrire avec le bout du pied, comme tu le fais, sur le sable, des lettres que tu as beau effacer, mais qui paraissent encore sous le talon, surtout quand ces lettres ressemblent plus à des L qu'à des B. Il est dangereux enfin de se mettre dans l'esprit 1000 imaginations bizarres, fruits de la solitude et de la migraine. Ces imaginations creusent les joues d'une pauvre fille en même temps qu'elles creusent sa cervelle, de sorte qu'il n'est point rare, en ces occasions, de voir la plus agréable personne du monde en devenir la plus maussade, de voir la plus spirituelle en devenir la plus niaise. « Merci, mon or chéri, répondit doucement la Vallière. Il est dans ton caractère de me parler ainsi, et je te remercie de me parler selon ton caractère. Et c'est pour les songes creux que je parle. Ne prends donc de mes paroles que ce que tu croiras devoir en prendre. Tiens, je ne sais plus quel conte me revient à la mémoire d'une fille vaporeuse ou mélancolique, car M. Dangeau m'expliquait l'autre jour que mélancolie devait, grammaticalement, s'écrire mélancolie avec un H, attendu que le mot français est formé de 2 mots grecs, dont l'un veut dire noir et l'autre bile. Je rêvais donc à cette jeune personne qui mourut de bile noire, pour s'être imaginé que le prince, que le roi ou que l'empereur, ma foi, n'importe lequel, s'en allait l'adorant, tandis que le prince, le roi ou l'empereur, comme tu voudras, aimait visiblement ailleurs, et, chose singulière, chose dont elle ne s'apercevait pas, tandis que tout le monde s'en apercevait autour d'elle, la prenait pour paravent d'amour. Tu ris, comme moi, de cette pauvre folle, n'est-ce pas, la Vallière ? Je ris, balbutia Louise, pâle comme une morte. Oui, certainement, je ris. Et tu as raison, car la chose est divertissante. L'histoire ou le conte, comme tu voudras, m'a plu. Voilà pourquoi je l'ai retenu et te le raconte. Te figures-tu, ma bonne Louise, le ravage que ferait dans ta cervelle, par exemple, une mélancolie avec un H de cette espèce-là ? Quant à moi, j'ai résolu de te raconter la chose, car si la chose arrivait à l'une de nous, il faudrait qu'elle fût bien convaincue de cette vérité. Aujourd'hui, c'est un leurre. Demain, ce sera une risée. Après-demain, ce sera la mort. La Vallière tressaillit et pâlit encore, si c'était possible. Quand un roi s'occupe de nous, continua Montalais, il nous le fait bien voir, et si nous sommes le bien qu'il convoite, il sait se ménager son bien. Tu vois donc, Louise, qu'en pareille circonstance, entre jeunes filles exposées à un semblable danger, il faut se faire toute confidence, afin que les cœurs non mélancoliques surveillent les cœurs qui le peuvent devenir. « Silence, silence !» s'écria la Vallière. « On vient !»« On vient, en effet, » dit Montalais. « Mais qui peut venir ? Tout le monde est à la messe avec le roi, ou au bain avec monsieur. » Au bout de l'allée, les jeunes filles aperçurent presque aussitôt, sous l'arcade verdoyante, la démarche gracieuse et la riche stature d'un jeune homme qui, son épée sous le bras et un manteau dessus, tout botté et tout éperonné, les saluait de loin avec un doux sourire.
Raoul, s'écria Montalais. Monsieur de Bragelonne, murmura Louise. C'est un juge tout naturel qui nous vient pour notre différend, dit Montalais. Oh, Montalais, Montalais, par pitié, s'écria la Vallière. Après avoir été cruelle, ne sois point inexorable. Ces mots, prononcés avec toute l'ardeur d'une prière, effacèrent du visage, sinon du cœur de Montalais, toute trace d'ironie. Oh, vous voilà beau comme Amadis, monsieur de Bragelonne, cria-t-elle à Raoul, et tout armé, tout beauté comme lui. Mille respects, mesdemoiselles, répondit Bragelonne en s'inclinant. Mais enfin, pourquoi ces bottes répéta Montalais, tandis que la Vallière, tout en regardant Raoul avec un étonnement pareil à celui de sa compagne, gardait néanmoins le silence. Pourquoi demanda Raoul. Oui, hasarda la Vallière à son tour. Parce que je pars, dit Bragelonne en regardant Louise. La jeune fille se sentit frappée d'une superstitieuse terreur et chancela. Vous partez, Raoul s'écria-t-elle. Et où donc allez-vous? Ma chère Louise, dit le jeune homme avec cette placidité qui lui était naturelle, je vais en Angleterre. Et qu'allez-vous faire en Angleterre? Le roi m'y envoie. Le roi? S'exclamèrent à la fois Louise et Or, qui involontairement échangèrent un coup d'œil, se rappelant l'une et l'autre l'entretien qui venait d'être interrompu. Ce coup d'œil, Raoul l'intercepta, mais il ne pouvait le comprendre. Il l'attribua donc tout naturellement à l'intérêt que lui portaient les deux jeunes filles. Sa Majesté, dit-il, a bien voulu se souvenir que monsieur le comte de la Fère est bien vu du roi Charles II. Ce matin, donc, au départ pour la messe, le roi, me voyant sur son chemin, m'a fait un signe de tête. Alors, je me suis approché. « Monsieur de Bragelonne, m'a-t-il dit, vous passerez chez monsieur Fouquet, qui a reçu de moi des lettres pour le roi de la Grande-Bretagne. Ces lettres, vous les porterez. » Je m'inclinai. « Ah, auparavant que de partir, ajouta-t-il, vous voudrez bien prendre les commissions de madame pour le roi son frère. » « Mon Dieu, murmura Louise, toute nerveuse et toute pensive à la fois. « Si vite? On vous ordonne de partir si vite ?» dit Montalais, paralysé par cet événement étrange. « Pour bien obéir à ceux qu'on respecte, dit Raoul, il faut obéir vite. 10 minutes après l'ordre reçu, j'étais prêt. Madame, prévenue, écrit la lettre dont elle veut bien me faire l'honneur de me charger. Pendant ce temps, sachant de mademoiselle de Tonnay-Charente que vous deviez être du côté des Quinconces, j'y suis venue, et je vous trouve toutes deux. » « Et toutes deux assez souffrantes, comme vous voyez, » dit Montalais pour venir en aide à Louise, dont la physionomie s'altérait visiblement. « Souffrantes » répéta Raoul en pressant avec une tendre curiosité la main de Louise de la Vallière. « Oh, en effet, votre main est glacée. »« Ce n'est rien. »« Ce froid ne va pas jusqu'au cœur, n'est-ce pas, Louise ?» demanda le jeune homme avec un doux sourire. Louise releva vivement la tête, comme si cette question eût été inspirée par un soupçon et eût provoqué un remords. « Oh, vous savez, dit-elle avec effort, que jamais mon cœur ne sera froid pour un ami tel que vous, monsieur de Bragelonne. »« Merci, Louise. Je connais et votre cœur et votre âme. Et ce n'est point au contact de la main, je le sais, que l'on juge une tendresse comme la vôtre. Louise, vous savez combien je vous aime, avec quelle confiance et quel abandon je vous ai donné ma vie. Vous me pardonnerez donc, n'est-ce pas, de vous parler un peu en enfant ? » « Parlez, monsieur Raoul, dit Louise, toute tremblante, je vous écoute. » « Je ne puis m'éloigner de vous en emportant un tourment absurde, je le sais, mais qui cependant me déchire. »« Vous éloignez-vous donc pour longtemps ? » demanda la Vallière d'une voix oppressée, tandis que Montalais détournait la tête. « Non, et je ne serai probablement pas même 15 jours absent. » La Vallière appuya une main sur son cœur qui se brisait. « C'est étrange, » poursuivit Raoul en regardant mélancoliquement la jeune fille. « Souvent je vous ai quitté pour aller en des rencontres périlleuses. Je partais joyeuse alors, le cœur libre, l'esprit tout enivré de joies à venir, de futures espérances. Et cependant, alors, il s'agissait pour moi d'affronter les balles des Espagnols ou les dures hallebardes des Wallons. Aujourd'hui,
Je vais, sans nul danger, sans nulle inquiétude, chercher par le plus facile chemin du monde une belle récompense que me promet cette faveur du roi. Je vais vous conquérir peut-être. Car quelle autre faveur plus précieuse que vous-même le roi pourrait-il m'accorder? Eh bien, Louise, je ne sais en vérité comment cela se fait, mais tout ce bonheur, tout cet avenir fuit devant mes yeux comme une vaine fumée, comme un rêve chimérique, et j'ai là, au fond du cœur, voyez-vous, un grand chagrin, un inexprimable abattement, quelque chose de morne, d'inerte et de mort, comme un cadavre. Oh, je sais bien pourquoi, Louise. C'est parce que je ne vous ai jamais tant aimé que je le fais en ce moment. Oh mon Dieu, mon Dieu. À cette dernière exclamation sortie d'un cœur brisé, Louise fondit en larmes et se renversa dans les bras de Montalais. Celle-ci, qui cependant n'était pas des plus tendres, sentit ses yeux se mouiller et son cœur se serrer dans un cercle de fer. Raoul vit les pleurs de sa fiancée. Son regard ne pénétra point, ne chercha pas même à pénétrer au-delà de ses pleurs. Il fléchit un genou devant elle et lui baisa tendrement la main. On voyait que, dans ce baiser, il mettait tout son cœur. « Relevez-vous, relevez-vous, lui dit Montalais, près de pleurer elle-même, car voici Athénaïs qui nous arrive. » Raoul essuya son genou du revers de sa manche, sourit encore une fois à Louise, qui ne le regardait plus, et, ayant serré la main de Montalais avec effusion, il se retourna pour saluer mademoiselle de Tonnay-Charente, dont on commençait à entendre la robe soyeuse effleurant le sable des allées. « Madame a-t-elle achevé sa lettre ?» lui demanda-t-il lorsque la jeune fille fut à la portée de sa voix. « Oui, monsieur le vicomte, la lettre est achevée, cachetée, et son Altesse royale vous attend. » Raoul, à ce mot, prit à peine le temps de saluer Athénaïs, jeta un dernier regard à Louise, fit un dernier signe à Montalais et s'éloigna dans la direction du château. Mais, tout en s'éloignant, il se retournait encore. Enfin, au détour de la grande allée, il eut beau se retourner, il ne vit plus rien. De leur côté, les trois jeunes filles, avec des sentiments bien divers, l'avaient regardé disparaître. « Enfin, dit Athénaïs, rompant la première le silence, enfin, nous voilà seuls, libres de causer de la grande affaire d'hier et de nous expliquer sur la conduite qu'il importe que nous suivions. Or, si vous voulez me prêter attention, continua-t-elle en regardant de tous côtés, je vais vous expliquer le plus brièvement possible d'abord notre devoir comme je l'entends et, si vous ne me comprenez pas à demi-mot, la volonté de madame. » Et mademoiselle de Tonnay-Charente appuya sur ces derniers mots de manière à ne pas laisser de doute à ses compagnes sur le caractère officiel dont elle était revêtue. « La volonté de madame » s'écrièrent à la fois Montalais et Louise. « Ultimatum » répliqua diplomatiquement mademoiselle de Tonnay-Charente. « Mais, mon Dieu, mademoiselle, murmura la Vallière, madame sait donc ?» « Madame en sait plus que nous n'en avons dit, » articula nettement Athénaïs. « Ainsi, mesdemoiselles, tenons-nous bien. »« Oh oui, » fit Montalais. « Aussi j'écoute de toutes mes oreilles. Parle, Athénaïs. »« Mon Dieu, murmura Louise, toute tremblante. « Survivrai-je à cette cruelle soirée ?»« Oh, ne vous effarouchez point ainsi, » dit Athénaïs. « Nous avons le remède. » Et, s'asseyant entre ses deux compagnes, à chacune desquelles elle prit une main qu'elle réunit dans les siennes, elle commença. Sur le chuchotement de ses premières paroles, on eût pu entendre le bruit d'un cheval qui galopait sur le pavé de la grande route, hors des grilles du château. Chapitre 129. Heureux comme un prince. Au moment où il allait entrer au château, Bragelonne avait rencontré De Guiche. Mais, avant d'être rencontré par Raoul, De Guiche avait rencontré Manicamp, lequel avait rencontré Malicorne. Comment Malicorne avait-il rencontré Manicamp ? Rien de plus simple. Il l'avait attendu à son retour de la messe, à laquelle il avait été en compagnie de M. de Saint-Aignan. Réunis, ils s'étaient félicités sur cette bonne fortune, et Manicamp avait profité de la circonstance pour demander à son ami si quelques écus n'étaient pas restés au fond de sa poche. Celui-ci, sans s'étonner de la question, à laquelle il s'attendait peut-être, avait répondu
que toute poche dans laquelle on puise toujours sans jamais y rien mettre ressemble au puits qui fournissent encore de l'eau pendant l'hiver, mais que les jardiniers finissent par épuiser l'été. Que sa poche, à lui, Malicorne, avait certainement de la profondeur, et qu'il y aurait plaisir à y puiser en temps d'abondance, mais que, malheureusement, l'abus avait amené la stérilité. Ce à quoi Manicamp, tout rêveur, avait répliqué « C'est juste ». Il s'agirait donc de la remplir, avait ajouté Malicorne. Sans doute, mais comment? Mais rien de plus facile, cher monsieur Manicamp. Bon, dites. Un office chez monsieur, et la poche est pleine. Cet office, vous l'avez? C'est-à-dire que j'en ai le titre. Eh bien, oui, mais le titre sans l'office, c'est la bourse sans l'argent. C'est juste, avait répondu une seconde fois Manicamp. Poursuivons donc l'office, avait insisté le titulaire. Cher, très cher, soupira Manicamp. Un office chez monsieur, c'est une des graves difficultés de notre situation. Oh, oh, sans doute, nous ne pouvons rien demander à monsieur en ce moment-ci. Pourquoi donc? Parce que nous sommes en froid avec lui. Chose absurde, articula nettement Malicorne. Bah, et si nous faisons la cour à madame, dit Manicamp, est-ce que, franchement, nous pouvons agréer à monsieur? Justement, si nous faisons la cour à madame, et que nous soyons adroits, nous devons être adorés de monsieur. Ou nous sommes des sots. Dépêchez-vous donc, monsieur Manicamp, vous qui êtes un grand politique, de raccommoder monsieur de Guiche avec son Altesse royale. Voyons, que vous a appris monsieur de Saint-Aignan, à vous, Malicorne? À moi? Rien. Il m'a questionné, voilà tout. Eh bien, il a été moins discret avec moi. Et il vous a appris, à vous, que le roi est amoureux fou de mademoiselle de la Vallière. Nous savions cela, pardieu, répliqua ironiquement Malicorne, et chacun le crie assez haut pour que tous le sachent. Mais, en attendant, faites, je vous prie, comme je vous conseille. Parlez à monsieur de Guiche, et tâchez d'obtenir de lui qu'il fasse une démarche vers monsieur. Que diable, il doit bien cela à son Altesse royale. Mais il faudrait voir de Guiche. Il me semble qu'il n'y a point là une grande difficulté. Faites pour le voir, vous, ce que j'ai fait pour vous voir, moi. Attendez-le, vous savez qu'il est promeneur de son naturel. Oui, mais où se promène-t-il? La belle demande. Par ma foi, il est amoureux de madame, n'est-ce pas? On le dit. Eh bien, il se promène du côté des appartements de madame. Eh, tenez, mon cher Malicorne, vous ne vous trompiez pas, le voici qui vient. Et pourquoi voulez-vous que je me trompe? Avez-vous remarqué que ce soit mon habitude? Dites, voyons, il n'est tel que de s'entendre. Voyons, vous avez besoin d'argent. Ah, fit lamentablement Manicamp. Moi, j'ai besoin de mon office. Que Malicorne ait l'office, Malicorne aura de l'argent. Ce n'est pas plus difficile que cela. Eh bien, alors soyez tranquille. Je vais faire de mon mieux. Faites. De Guiche s'avançait. Malicorne tira de son côté. Manicamp happa de Guiche. Le comte était rêveur et sombre. « Dites-moi quelle rime vous cherchez, mon cher comte, dit Manicamp. J'en tiens une excellente pour faire le pendant de la vôtre, surtout si la vôtre est en âme. » De Guiche secoua la tête, et, reconnaissant un ami, il lui prit le bras. « Mon cher Manicamp, dit-il, je cherche autre chose qu'une rime. »« Que cherchez-vous ?»« Et vous allez m'aider à trouver ce que je cherche, continua le comte, vous qui êtes un paresseux, c'est-à-dire un esprit d'ingéniosité. »« J'apprête mon ingéniosité, cher comte. Voilà le fait. Je veux me rapprocher d'une maison où j'ai affaire. »« Il faut aller du côté de cette maison, dit Manicamp. Bon, mais cette maison est habitée par un mari jaloux. Est-il plus jaloux que le chien Cerberus? Non, pas plus, mais autant. A-t-il 3 gueules, comme ce désespérant gardien des enfers? Oh, ne haussez pas les épaules, mon cher comte. Je fais cette question avec une raison parfaite, attendu que les poètes prétendent que, pour fléchir mon Cerberus, il faut que le voyageur apporte un gâteau. Or, moi qui vois la chose du côté de la prose, c'est-à-dire du côté de la réalité, je dis,
Un gâteau, c'est bien peu pour 3 gueules. Si votre jaloux a 3 gueules, comte, demandez 3 gâteaux. Manicamp, des conseils comme celui-là, j'en irai chercher chez monsieur Bautru. Pour en avoir de meilleurs, monsieur le comte, dit Manicamp avec un sérieux comique, vous adopterez alors une formule plus nette que celle que vous m'avez exposée. Ah, si Raoul était là, dit De Guiche, il me comprendrait, lui. Je le crois, surtout si vous lui disiez « J'aimerais fort avoir madame de plus près, mais je crains monsieur qui est jaloux. » Manicamp, s'écria le comte avec colère et en essayant d'écraser le railleur sous son regard. Mais le railleur ne parut pas ressentir la plus petite émotion. « Qu'y a-t-il donc, mon cher comte ?» demanda Manicamp. « Comment ? C'est ainsi que vous blasphémez les noms les plus sacrés !» s'écria De Guiche. « Quels noms ? Monsieur, madame, les premiers noms du royaume. Mon cher comte, vous vous trompez étrangement, et je ne vous ai pas nommé les premiers noms du royaume. Je vous ai répondu à propos d'un mari jaloux, que vous ne me nommiez pas, mais qui nécessairement a une femme. Je vous ai répondu, pour voir madame, rapprochez-vous de monsieur. Mauvais plaisant, dit en souriant le comte. Est-ce cela que tu as dit ? Pas autre chose ? Bien, alors. Maintenant, ajouta Manicamp, voulez-vous qu'il s'agisse de madame la duchesse et de monsieur le duc ? Soit, je vous dirai, rapprochons-nous de cette maison quelle qu'elle soit, car c'est une tactique qui, dans aucun cas, ne peut être défavorable à votre amour. Ah, Manicamp, un prétexte, un bon prétexte, trouve-le-moi. Un prétexte, pardieu, 100 prétextes, 1000 prétextes. Si Malicorne était là, c'est lui qui vous aurait déjà trouvé 50 000 prétextes excellents. Qu'est-ce que Malicorne ? dit De Guiche, en clignant des yeux comme un homme qui cherche. Il me semble que je connais ce nom-là. Si vous le connaissez, je crois bien, vous devez 30 000 écus à son père. Ah oui, c'est ce digne garçon d'Orléans. À qui vous avez promis un office chez monsieur ? Pas le mari jaloux, l'autre. Eh bien, puisqu'il a tant d'esprit, ton ami Malicorne, qu'il me trouve donc un moyen d'être adoré de monsieur, qu'il me trouve un prétexte pour faire ma paix avec lui. Soit, je lui en parlerai. Mais qui nous arrive là ? C'est le vicomte de Bragelonne. Raoul ? Oui, en effet. Et De Guiche marcha rapidement au-devant du jeune homme. « C'est vous, mon cher Raoul ?» dit De Guiche. « Oui, je vous cherchais pour vous faire mes adieux, cher ami, » répliqua Raoul en serrant la main du comte. « Bonjour, monsieur Manicamp. »« Comment ? Tu pars, vicomte ? » ?»« Oui, je pars. Mission du roi. »« Où vas-tu ? » ?»« Je vais à Londres. » « De ce pas, je vais chez madame. Elle doit me remettre une lettre pour sa majesté le roi Charles II. » Tu la trouveras seule, car monsieur est sorti. Pour aller au bain. Alors, cher ami, toi qui es des gentilshommes de monsieur, charge-toi de lui faire mes excuses. Je l'eusse attendu pour prendre ses ordres, si le désir de mon prompt départ ne m'avait été manifesté par monsieur Fouquet et de la part de sa majesté. Manicamp poussa De Guiche du coude. « Voilà le prétexte, dit-il. »« Lequel ? » ?»« Les excuses de monsieur de Bragelonne. »« Faible prétexte, dit De Guiche. »« Excellent, si monsieur ne vous en veut pas. Méchant comme tout autre, si monsieur vous en veut. »« Vous avez raison, Manicamp. Un prétexte, quel qu'il soit, c'est tout ce qu'il me faut. Ainsi donc, bon voyage, cher Raoul. » Et là-dessus, les deux amis s'embrassèrent. 5 minutes après, Raoul entrait chez madame, comme l'y avait invité mademoiselle de Montalais. Madame était encore à la table où elle avait écrit sa lettre. Devant elle brûlait la bougie de cire rose qui lui avait servi à la cacheter. Seulement, dans sa préoccupation, car madame paraissait fort préoccupée, elle avait oublié de souffler cette bougie. Bragelonne était attendu, on l'annonça aussitôt qu'il parut. Bragelonne était l'élégance même. Il était impossible de le voir une fois sans se le rappeler toujours. Et non seulement madame l'avait vu une fois, mais encore, on se le rappelle,
C'était un des premiers qui eussent été au-devant d'elle, et il l'avait accompagnée du Havre à Paris. Madame avait donc conservé un excellent souvenir de Bragelonne. « Ah, lui dit-elle, vous voilà, monsieur. Vous allez voir mon frère, qui sera heureux de payer au fils une portion de la dette de reconnaissance qu'il a contractée avec le père. » Le comte de la Fère, madame, a été largement récompensé du peu qu'il a eu le bonheur de faire pour le roi par les bontés que le roi a eues pour lui, et c'est moi qui vais lui porter l'assurance du respect, du dévouement et de la reconnaissance du père et du fils. Connaissez-vous mon frère, monsieur le vicomte ? Non, votre Altesse, c'est la première fois que j'aurai le bonheur de voir sa majesté. Vous n'avez pas besoin d'être recommandé près de lui, mais enfin, si vous doutez de votre valeur personnelle, prenez-moi hardiment pour votre répondant, je ne vous démentirai point. Oh, votre Altesse est trop bonne. Non, messieurs de Bragelonne, je me souviens que nous avons fait route ensemble et que j'ai remarqué votre grande sagesse au milieu des suprêmes folies que faisaient, à votre droite et à votre gauche, deux des plus grands fous de ce monde, messieurs de Guiche et de Buckingham. Mais ne parlons pas d'eux, parlons de vous. Allez-vous en Angleterre pour y chercher un établissement ? Excusez ma question, ce n'est point la curiosité, c'est le désir de vous être bonne à quelque chose qui me la dicte. Non, madame, je vais en Angleterre pour remplir une mission qu'a bien voulu me confier Sa Majesté, voilà tout. Et vous comptez revenir en France ? Aussitôt cette mission remplie, à moins que Sa Majesté le roi Charles II ne me donne d'autres ordres. Il vous fera tout au moins la prière, j'en suis sûre, de rester près de lui le plus longtemps possible. Alors, comme je ne saurais pas refuser, je prierai d'avance votre Altesse royale de vouloir bien rappeler au roi de France qu'il a loin de lui un de ses serviteurs les plus dévoués. Prenez garde que lorsqu'il vous rappellera, vous ne regardiez son ordre comme un abus de pouvoir. Je ne comprends pas, madame. La cour de France est incomparable, je le sais bien, mais nous avons quelques jolies femmes aussi à la cour d'Angleterre. Raoul sourit. Oh, dit madame, voilà un sourire qui ne présage rien de bon à mes compatriotes. C'est comme si vous leur disiez, monsieur de Bragelonne, je viens à vous, mais je laisse mon cœur de l'autre côté du détroit. N'est-ce point cela que signifiait votre sourire ? Votre Altesse a le don de lire jusqu'au plus profond des âmes. Elle comprendra donc pourquoi maintenant tous ces jours prolongés à la cour d'Angleterre seraient une douleur pour moi. Et je n'ai pas besoin de m'informer si un si brave cavalier est payé de retour. Madame, j'ai été élevée avec celle que j'aime, et je crois qu'elle a pour moi les mêmes sentiments que j'ai pour elle. Eh bien, partez vite, monsieur de Bragelonne, revenez vite, et, à votre retour, nous verrons deux heureux, car j'espère qu'il n'y a aucun obstacle à votre bonheur. Il y en a un grand, madame. Bah, et lequel ? La volonté du roi. La volonté du roi ? Le roi s'oppose à votre mariage ? Ou du moins, il le diffère. J'ai fait demander au roi son agrément par le comte de la Fère, et, sans le refuser tout à fait, il a au moins dit positivement qu'il le lui ferait attendre. La personne que vous aimez est-elle donc indigne de vous ? Elle est digne de l'amour d'un roi, madame. Je veux dire, peut-être n'est-elle point d'une noblesse égale à la vôtre. Elle est d'excellente famille. Jeune, belle, 17 ans, et pour moi, belle à ravir. Est-elle en province ou à Paris ? Elle est à Fontainebleau, madame. À la cour ? Oui. Je la connais ? Elle a l'honneur de faire partie de la maison de votre Altesse royale. Son nom ? Demanda la princesse avec anxiété. Et si toutefois, ajouta-t-elle en se reprenant vivement, son nom n'est pas un secret. Non, madame, mon amour est assez pur pour que je n'en fasse de secret à personne, et à plus forte raison à votre Altesse, si parfaitement bonne pour moi. C'est mademoiselle Louise de la Vallière. Madame ne put retenir un cri dans lequel il y avait plus que de l'étonnement. Ah, dit-elle, la Vallière, celle qui, hier, elle s'arrêta. Celle qui, hier, s'est trouvée indisposée, je crois, continua-t-elle. Oui, madame, j'ai appris l'accident qui lui était arrivé ce matin seulement. Et vous l'avez vue avant que de venir ici ?
J'ai eu l'honneur de lui faire mes adieux. »« Et vous dites, reprit madame en faisant un effort sur elle-même, que le roi a ajourné votre mariage avec cet enfant ? » ?»« Oui, madame, ajourné. »« Et a-t-il donné quelque raison à cet ajournement ? » ?»« Aucune. »« Il y a longtemps que le comte de la Fère lui a fait cette demande ? » ?»« Il y a plus d'1 mois, madame. » »« C'est étrange, » fit la princesse, et quelque chose comme un nuage passa sur ses yeux. « 1 mois ? » répéta-t-elle. « À peu près. »« Vous avez raison, monsieur le vicomte, » dit la princesse avec un sourire dans lequel Bragelonne eût pu remarquer quelque contrainte. « Il ne faut pas que mon frère vous garde trop longtemps là-bas. Partez donc vite, et dans la première lettre que j'écrirai en Angleterre, je vous réclamerai au nom du roi. » Et madame se leva pour remettre sa lettre aux mains de Bragelonne. Raoul comprit que son audience était finie. Il prit la lettre, s'inclina devant la princesse et sortit. « 1 mois, murmura la princesse. Aurais-je donc été aveugle à ce point, et l'aimerait-il depuis 1 mois ? Et, comme madame n'avait rien à faire, elle se mit à commencer pour son frère la lettre dont le post-scriptum devait rappeler Bragelonne. Le comte de Guiche avait, comme nous l'avons vu, cédé aux insistances de Manicamp et s'était laissé entraîner par lui jusqu'aux écuries, où ils firent seller leurs chevaux. Après quoi, par la petite allée dont nous avons déjà donné la description à nos lecteurs, ils s'avancèrent au-devant de monsieur qui, sortant du bain, s'en revenait tout frais vers le château, ayant sur le visage un voile de femme, afin que le soleil, déjà chaud, ne hâlât pas son teint. Monsieur était dans un de ces accès de belle humeur, qui lui inspiraient parfois l'admiration de sa propre beauté. Il avait, dans l'eau, pu comparer la blancheur de son corps à celle du corps de ses courtisans, et, grâce aux soins que son Altesse royale prenait d'elle-même, nul n'avait pu, même le chevalier de Lorraine, soutenir la concurrence. Monsieur avait de plus nagé avec un certain succès, et tous ses nerfs tendus dans une sage mesure par cette salutaire immersion dans l'eau fraîche tenaient son corps et son esprit dans un heureux équilibre. Aussi, à la vue de De Guiche, qui venait au petit galop au-devant de lui sur un magnifique cheval blanc, le prince ne put-il retenir une joyeuse exclamation. « Il me semble que cela va bien, » dit Manicamp, qui crut lire cette bienveillance sur la physionomie de son Altesse royale. « Ah, bonjour, Guiche !»« Bonjour, mon pauvre Guiche !» s'écria le prince. « Salut à monseigneur !» répondit De Guiche, encouragé par le ton de voix de Philippe. « Santé, joie, bonheur et prospérité à votre Altesse !»« Sois le bienvenu, Guiche, et prends ma droite, mais tiens ton cheval en bride, car je veux revenir au pas sous ces voûtes fraîches. À vos ordres, monseigneur. » Et De Guiche se rangea à la droite du prince comme il venait d'y être invité. « Voyons, mon cher De Guiche, » dit le prince, « voyons. Donne-moi un peu de nouvelles de ce De Guiche que j'ai connu autrefois et qui faisait la cour à ma femme. » De Guiche rougit jusqu'au blanc des yeux, tandis que monsieur éclatait de rire comme s'il eût fait la plus spirituelle plaisanterie du monde. Les quelques privilégiés qui entouraient monsieur crurent devoir l'imiter, quoiqu'ils n'eussent pas entendu ses paroles, et ils poussèrent un bruyant éclat de rire qui prit au premier, traversa le cortège et ne s'éteignit qu'au dernier. De Guiche, tout rougissant qu'il était, fit cependant bonne contenance. Manicamp le regardait. « Ah, monseigneur, répondit De Guiche, soyez charitable à un malheureux. Ne m'immolez pas à monsieur le chevalier de Lorraine. Comment cela ? S'il vous entend me railler, il renchérira sur votre Altesse et me raillera sans pitié. Sur ton amour pour la princesse ? Oh, monseigneur, par pitié. Voyons, voyons, De Guiche, avoue que tu as fait les yeux doux à madame. Jamais je n'avouerai une pareille chose, monseigneur. Par respect pour moi ? Eh bien, je t'affranchis du respect, De Guiche. Avoue, comme s'il s'agissait de madame de Chalais ou de mademoiselle de la Vallière. Puis, s'interrompant, « Allons, bon, dit-il en recommençant à rire. Voilà que je joue avec une épée à 2 tranchants, moi. Je frappe sur toi et je frappe sur mon frère. Chalais et la Vallière, ta fiancée à toi et sa future à lui. En vérité, monseigneur, dit le comte,
Vous êtes aujourd'hui d'une adorable humeur. Ma foi, oui, je me sens bien, et puis ta vue me fait plaisir. Merci, monseigneur. Tu m'en voulais donc? Moi, monseigneur? Oui. Et de quoi, mon Dieu? De ce que j'avais interrompu tes sarabandes et tes espagnoleries. Oh, votre Altesse! Voyons, ne nie point. Tu es sorti ce jour-là de chez la princesse avec des yeux furibonds. Cela t'a porté malheur, mon cher, et tu as dansé le ballet d'hier d'une pitoyable façon. Ne boude pas, De Guiche. Cela te nuit, en ce que tu prends l'air d'un ours. Si la princesse t'a regardé hier, je suis sûr d'une chose. De laquelle, monseigneur, votre Altesse m'effraie. Elle t'aura tout à fait renié. Et le prince de rire de plus belle. Décidément, pensa Manicamp, le rang n'y fait rien. Et ils sont tous pareils. Le prince continua. Enfin, te voilà revenu. Il y a espoir que le chevalier redevienne aimable. Comment cela, monseigneur, et par quel miracle puis-je avoir cette influence sur monsieur de Lorraine? C'est tout simple, il est jaloux de toi. Ah bah, vraiment? C'est comme je te le dis. Il me fait trop d'honneur. Tu comprends, quand tu es là, il me caresse. Quand tu es parti, il me martyrise. Je règne par bascule. Et puis, tu ne sais pas l'idée qui m'est venue? Je ne m'en doute pas, monseigneur. Eh bien, quand tu étais en exil, car tu as été exilé, mon pauvre Guiche. Pardieu, monseigneur, à qui la faute? Dit De Guiche en affectant un air bourru. Oh, ce n'est certainement pas à moi, cher comte, répliqua son Altesse royale. Je n'ai pas demandé au roi de t'exiler, foi de prince. Non, pas vous, monseigneur, je le sais bien, mais, madame? Oh, quant à cela, je ne dis pas non. Que diable lui as-tu donc fait à madame? En vérité, monseigneur, les femmes ont leur rancune, je le sais bien, et la mienne n'est pas exempte de ce travers. Mais si elle t'a fait exiler, elle, je ne t'en veux pas, moi. Alors, monseigneur, dit De Guiche, je ne suis qu'à moitié malheureux. Manicamp, qui venait derrière De Guiche et qui ne perdait pas une parole de ce que disait le prince, plia les épaules jusque sur le cou de son cheval pour cacher le rire qu'il ne pouvait réprimer. D'ailleurs, ton exil m'a fait pousser un projet dans la tête. Bon. Quand le chevalier, ne te voyant plus là et sûr de régner seul, me malmenait, voyant, au contraire de ce méchant garçon, ma femme si aimable et si bonne pour moi qui la néglige, j'eus l'idée de me faire un mari modèle, une rareté, une curiosité de cour. J'eus l'idée d'aimer ma femme. De Guiche regarda le prince avec un air de stupéfaction qui n'avait rien de joué. « Oh, balbutia De Guiche, tremblant, cette idée-là, monseigneur, elle ne vous est pas venue sérieusement. Ma foi, si. J'ai du bien que mon frère m'a donné au moment de mon mariage. Elle a de l'argent, elle, et beaucoup, puisqu'elle en tire tout à la fois de son frère et de son beau-frère, d'Angleterre et de France. Eh bien, nous eussions quitté la cour, je me fusse retiré au château de Villers-Cotterêts, qui est de mon apanage, au milieu d'une forêt, dans laquelle nous eussions filé le parfait amour aux mêmes endroits que faisait mon grand-père Henri IV avec la belle Gabrielle. Que dis-tu de cette idée, De Guiche? Je dis que c'est à faire frémir, monseigneur, répondit De Guiche, qui frémissait réellement. Ah, je vois que tu ne supporterais pas d'être exilé une seconde fois. Moi, monseigneur, je ne t'emmènerai donc pas avec nous, comme j'en avais eu le dessein d'abord. Comment? Avec vous, monseigneur? Oui, si par hasard l'idée me reprend de bouder la cour. Oh, monseigneur, qu'à cela ne tienne, je suivrai votre Altesse jusqu'au bout du monde. Maladroit que vous êtes, grommela Manicamp en poussant son cheval sur De Guiche de façon à le désarçonner. Puis, en passant près de lui comme s'il n'était pas maître de son cheval, « Mais pensez donc à ce que vous dites, lui glissa-t-il tout bas. Alors, dit le prince, c'est convenu. Puisque tu m'es si dévoué, je t'emmène. Partout, monseigneur, partout, répliqua joyeusement De Guiche. Partout, à l'instant même. Êtes-vous prêt? Et De Guiche rendit en riant la main à son cheval, qui fit 2 bonds en avant. Un instant, dit le prince, passons par le château.
Pourquoi faire? Pour prendre ma femme, parbleu. Comment? Demanda De Guiche. Sans doute, puisque je te dis que c'est un projet d'amour conjugal. Il faut bien que j'emmène ma femme. Alors, monseigneur, répondit le comte, j'en suis désespéré, mais pas de De Guiche pour vous. Bah, oui, pourquoi emmenez-vous madame? Tiens, parce que je m'aperçois que je l'aime. De Guiche pâlit légèrement, en essayant toutefois de conserver son apparente gaieté. Si vous aimez madame, monseigneur, dit-il, cet amour doit vous suffire, et vous n'avez plus besoin de vos amis. Pas mal, murmura Manicamp. Allons, voilà la peur de madame qui te reprend, répliqua le prince. Écoutez donc, monseigneur, je suis payé pour cela. Une femme qui m'a fait exiler. Oh, mon Dieu, le vilain caractère que tu as, De Guiche. Comme tu es rancunier, mon ami. Je voudrais bien vous y voir, vous, monseigneur. Décidément, c'est à cause de cela que tu as si mal dansé hier. Tu voulais te venger en faisant faire à madame de fausses figures. Ah, De Guiche, ceci est mesquin, et je le dirai à madame. Oh, vous pouvez lui dire tout ce que vous voudrez, monseigneur. Son Altesse ne me haïra point plus qu'elle ne le fait. Là, tu exagères, pour 15 pauvres jours de campagne forcée qu'elle t'a imposée. Monseigneur, 15 jours sont 15 jours, et, quand on les passe à s'ennuyer, 15 jours sont une éternité. De sorte que tu ne lui pardonneras pas? Jamais. Allons, De Guiche, sois meilleur garçon. Je veux faire ta paix avec elle. Tu reconnaîtras, en la fréquentant, qu'elle n'a point de méchanceté et qu'elle est pleine d'esprit. Monseigneur, tu verras qu'elle sait recevoir comme une princesse et rire comme une bourgeoise. Tu verras qu'elle fait, quand elle le veut, que les heures s'écoulent comme des minutes. De Guiche, mon ami, il faut que tu reviennes sur le compte de ma femme. Décidément, se dit Manicamp, voilà un mari à qui le nom de sa femme portera malheur. Et feu le roi Candolle était un véritable tigre auprès de monseigneur. Enfin, ajouta le prince, tu reviendras sur le compte de ma femme, De Guiche, je te le garantis. Seulement, il faut que je te montre le chemin. Elle n'est point banale, et ne parvient pas qui veut à son cœur. Monseigneur, pas de résistance, De Guiche, ou nous nous fâcherons, répliqua le prince. Mais puisqu'il le veut, murmura Manicamp à l'oreille de Guiche, satisfaites-le donc. Monseigneur, dit le comte, j'obéirai. Et pour commencer, reprit monseigneur, on joue ce soir chez madame. Tu dîneras avec moi, et je te conduirai chez elle. Oh, pour cela, monseigneur, objecta De Guiche, vous me permettrez de résister. Encore? Mais c'est de la rébellion. Madame m'a trop mal reçu hier devant tout le monde. Vraiment? Dit le prince en riant. À ce point qu'elle ne m'a pas même répondu quand je lui ai parlé. Il peut être bon de n'avoir pas d'amour-propre, mais trop peu, c'est trop peu, comme on dit. Comte, après le dîner, tu iras t'habiller chez toi et tu viendras me reprendre, je t'attendrai. Puisque votre Altesse le commande absolument. Absolument. Il n'en démordra point, dit Manicamp, et ces sortes de choses sont celles qui tiennent le plus obstinément à la tête des maris. Ah, pourquoi donc monsieur Molière n'a-t-il pas entendu celui-là? Il l'aurait mis en vers. Le prince et sa cour, ainsi devisant, rentrèrent dans les plus frais appartements du château. À propos, dit De Guiche sur le seuil de la porte, j'avais une commission pour votre Altesse royale. Faites à commission. Monsieur de Bragelonne est parti pour Londres avec un ordre du roi, et il m'a chargé de tous ses respects pour monseigneur. Bien. Bon voyage au vicomte, que j'aime fort. Allons, va t'habiller, De Guiche, et reviens-nous. Et si tu ne reviens pas, qu'arrivera-t-il, monseigneur? Il arrivera que je te fais jeter à la Bastille. Allons, décidément, dit De Guiche en riant, son Altesse royale, monsieur, est la contrepartie de son Altesse royale, madame. Madame me fait exiler parce qu'elle ne m'aime pas assez, monsieur me fait emprisonner parce qu'il m'aime trop. Merci, monsieur. Merci, madame. Allons, dit le prince, tu es un charmant ami, et tu sais bien que je ne puis me passer de toi. Reviens vite. Soit, mais il me plaît de faire de la coquetterie à mon tour, monseigneur. Bah,
Aussi, je ne rentre chez votre Altesse qu'à une seule condition. Laquelle? J'ai l'ami d'un de mes amis à obliger. Tu l'appelles? Malicorne. Vilain nom. Très bien porté, monseigneur. Soit. Eh bien? Eh bien, je dois à monsieur Malicorne une place chez vous, monseigneur. Une place de quoi? Une place quelconque. Une surveillance, par exemple. Parbleu, cela se trouve bien. J'ai congédié hier le maître des appartements. Va pour le maître des appartements, monseigneur. Qu'a-t-il à faire? Rien, sinon à regarder et à rapporter. Police intérieure? Justement. Oh, comme cela va bien à Malicorne, se hasarda de dire Manicamp. Vous connaissez celui dont il s'agit, monsieur Manicamp? Demanda le prince. Intimement, monseigneur, c'est mon ami. Et votre opinion est que monseigneur n'aura jamais un maître des appartements pareil à celui-là. Combien rapporte l'office? Demanda le comte au prince. Je l'ignore. Seulement on m'a toujours dit qu'il ne pouvait assez se payer quand il était bien occupé. Qu'appelez-vous bien occupé, prince? Cela va sans dire, quand le fonctionnaire est homme d'esprit. Alors je crois que monseigneur sera content, car Malicorne a de l'esprit comme un diable. Bon, l'office me coûtera cher en ce cas, répliqua le prince en riant. Tu me fais là un véritable cadeau, comte. Je le crois, monseigneur. Eh bien, va donc annoncer à ton monsieur Malicorne, monseigneur. Je ne me ferai jamais à ce nom-là. Vous dites bien Manicamp, monseigneur. Oh, je dirais très bien aussi Manicorne. L'habitude m'aiderait. Dites, monseigneur, je vous promets que votre inspecteur des appartements ne se fâchera point. Il est du plus heureux caractère qui se puisse voir. Eh bien, alors, mon cher de Guiche, annoncez-lui sa nomination. Mais attendez. Quoi, monseigneur? Je veux le voir auparavant. S'il est aussi laid que son nom, je me dédie. Monseigneur le connaît. Moi? Sans doute, monseigneur l'a déjà vu au Palais-Royal, à telles enseignes que c'est même moi qui le lui ai présenté. Ah, fort bien, je me rappelle. Peste, c'est un charmant garçon. Je savais bien que monseigneur avait dû le remarquer. Oui. Vois-tu, de Guiche, je ne veux pas que ma femme ni moi nous ayons des laideurs devant les yeux. Ma femme prendra pour demoiselle d'honneur toute fille jolie. Je prendrai, moi, tout gentilhomme bien fait. De cette façon, vois-tu, de Guiche, si je fais des enfants, ils seront d'une bonne inspiration, et si ma femme en fait, elle aura vu de beaux modèles. C'est puissamment raisonné, monseigneur, dit Manicamp, approuvant de l'œil et de la voix. Quant à de Guiche, sans doute ne trouva-t-il pas le raisonnement aussi heureux, car il opina seulement du geste, et encore le geste garda-t-il un caractère marqué d'indécision. Manicamp s'en alla prévenir Malicorne de la bonne nouvelle qu'il venait d'apprendre. De Guiche parut s'en aller à contre-cœur faire sa toilette de cour. Monsieur, chantant, riant et se mirant, atteignit l'heure du dîner dans des dispositions qui eussent justifié ce proverbe « heureux comme un prince ».